Bonjour à tous. Ce n'est pas tellement en tant que promoteur pour le monde francophone ou que référent pour la France que je m'adresse à vous, même si cette mission me permet de voir ici ou là de belles collaborations entre le curé et le coordinateur. Je me réjouis de voir ces collaborations qui permettent aux paroisses d'avancer dans la mission, comme si j'ose la comparaison, les deux moteurs d'un avion tournaient efficacement, le curé étant un moteur et le coordinateur l'autre moteur. Et c'est surtout en tant que curé d'une paroisse où est présent le système des cellules paroissiales d'évangélisation que je me tourne vers vous. Dans le manuel de base de formation des leaders, il est question d'un personnage dont le rôle n'est pas vraiment défini, le coordinateur. Le manuel prend le temps d'évoquer le rôle du curé, du leader, du co-leader, du leader de zone, de division. Quant au coordinateur, il n'en est pas dit grand-chose. Il a pourtant, ou il peut avoir, un rôle essentiel au sein de la structure du système des cellules paroissiales d'évangélisation. Et je voudrais partir de l'expérience de ma paroisse pour vous en dire humblement quelques mots, davantage sous la forme d'un témoignage. Nous sommes invités à gouverner avec l'aide des fidèles laïcs. J'ai bien conscience que selon nos pays, nos habitudes de travail et de collaboration dans l'Église sont quelquefois différentes. Lorsque le Code de droit canonique parle du curé, il dit, je cite le canon 519, « Le curé est le pasteur propre de la paroisse qui lui est remise en exerçant sous l'autorité de l'évêque diocésain dont il a été appelé à partager le ministère du Christ, la charge pastorale de la communauté qui lui est confiée, afin d'accomplir pour cette communauté les fonctions d'enseigner, de sanctifier et de gouverner avec la collaboration éventuelle d'autres prêtres ou de diacres et avec l'aide apportée par des laïcs selon le droit. » Fin de citation. Ce qui est dit est très important pour la gouvernance de l'Église. Nous voyons bien qu'il n'y a pas d'opposition entre le curé et les fidèles laïcs, mais une juste articulation et une belle complémentarité. Il ne s'agit donc ni de supprimer la responsabilité du curé, avec sa première tâche qui est d'enseigner et qui est pleinement mise en œuvre dans les cellules paroissiales d'évangélisation, ou encore sa tâche de gouvernement, que l'on retrouve encore dans le système des cellules paroissiales d'évangélisation. Il ne s'agit donc ni de supprimer la responsabilité du curé, ni d'oublier qu'il ne gouverne pas tout seul. Cette articulation est très importante dans l'Église. Le curé est le pasteur propre de la paroisse, mais il n'a pas tous les charismes. Dans nos paroisses françaises, nous avons souvent l'habitude de collaborer avec des laïcs. Pour prendre un exemple, nous avons dans beaucoup de diocèses en France ce que nous appelons des équipes d'animation paroissiale ou pastorale. Le curé a bien la charge du gouvernement de sa paroisse, mais il a toujours autour de lui une équipe constituée des éventuels vicaires et de plusieurs laïcs qui l'éclairent, l'accompagnent et l'aident dans l'accomplissement de sa mission. Pour vous donner un exemple très concret, dans ma paroisse, je réunis cette équipe toutes les 3 semaines, 30 minutes d'adoration, puis 2 heures de réunion, et nous travaillons à la vie de la paroisse. Il y a dans cette équipe mon vicaire et 7 laïcs, l'économe paroissial qui s'occupe de toutes les questions matérielles, l'adjointe en pastorale pour l'évangélisation des adultes, l'adjointe en pastorale pour l'évangélisation des enfants, la responsable de la communication, etc. Je ne détaille pas plus. Je rappelais ce contexte car cette habitude de travail m'a amené à voir dans ce personnage, que le manuel appelle coordinateur, un véritable collaborateur. Je l'ai tout de suite compris comme un interlocuteur privilégié et un pilier dans le système des cellules paroissiales d'évangélisation pour ma paroisse. Ce n'est pas un simple secrétaire, mais quelqu'un qui reçoit une responsabilité pour la mission.
Il est évident qu'il ne s'agit pas de trouver quelqu'un pour remplir des tâches, mais d'appeler quelqu'un à une mission spécifique. Ce qui signifie qu'il faut, pour le curé, poser un acte de discernement. Quelle est la personne, Seigneur, que tu as mise dans ma paroisse et à qui tu as donné le charisme nécessaire à cette mission? Pour la petite histoire, je vais vous raconter ce qui s'est passé quand j'ai appelé la première coordinatrice. Je dis la première coordinatrice car il est évident pour moi qu'il s'agit d'une mission pour une certaine durée, par exemple 4 ans dans ma paroisse, qui peuvent être prolongées, mais pas au-delà de 6-7 ans. Autant la fonction curiale nécessite la stabilité selon le droit, comme l'a rappelé il y a 2 ans la Congrégation pour le clergé dans son instruction La conversion pastorale de la communauté paroissiale au service de la mission évangélisatrice de l'Église, autant il est bon de renouveler régulièrement les collaborateurs pour que la mission de l'Église ne soit pas la propriété de quelques-uns. Le jour où j'ai appelé la première coordinatrice, Béatrice, j'avais en tête une autre personne que je me préparais à appeler quand, devant le Saint-Sacrement, dans un temps d'adoration, j'ai perçu de façon claire et répétée l'invitation à appeler Béatrice. Je suis ressorti de ce temps de prière en allant voir un diacre de ma paroisse qui savait qui je me préparais à appeler et en lui disant que j'allais finalement appeler Béatrice. Je voulais savoir s'il voyait des obstacles. Il m'a simplement dit qu'il pensait qu'elle avait les qualités nécessaires à cette mission. Le curé doit donc discerner qui il peut appeler, tout en sachant qu'il doit être vraiment à l'aise pour travailler avec le coordinateur. Il ne faut pas oublier ou négliger des considérations humaines. Bien sûr, Jésus nous invite à aimer tout le monde et nous nous y efforçons avec le secours de sa grâce. Mais il y a des personnes avec qui nous travaillons plus facilement parce que nous nous comprenons vite, parce que nous apprécions nos méthodes de travail, parce que nous sommes très complémentaires, alors que d'autres personnes nous agacent. Il ne faut pas rêver d'un monde idéal et nous mettre dans des situations compliquées pour la mission. J'ai l'air de souligner des considérations très humaines, mais elles sont vraiment importantes si nous voulons être efficaces. N'oublions pas que Paul et Barnabé, dans les Actes des Apôtres, se séparent à un moment. Barnabé, dont nous célébrons la fête aujourd'hui, est pourtant celui qui a introduit Paul auprès des apôtres. Il raconte aux disciples comment, sur le chemin, Saul a vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. C'est au chapitre 9 des Actes des Apôtres. Mais 12 ans plus tard, Barnabé retourne à Chypre sans Paul. Nous sommes au chapitre 15, je cite, « Barnabé voulait emmener aussi Jean, appelé Marc, mais Paul n'était pas d'avis d'emmener cet homme qui les avait quittés à partir de la Pamphylie et ne les avait plus accompagnés dans leurs tâches. L'exaspération devint telle qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Barnabé emmena Marc et s'embarqua pour Chypre. Paul, lui, choisit pour compagnon Silas et s'en alla, remis par les frères à la grâce du Seigneur. » C'est au chapitre 15 des Actes des Apôtres. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que la collaboration dans le travail et la mission est évidente. Il nous faut avoir l'humilité d'accepter que nous ayons du mal à travailler avec certaines personnes malgré nos efforts. Il en est de même pour le travail entre le leader et le co-leader. N'hésitons pas à nous le dire, comme saint Paul et saint Barnabé, quand cela est nécessaire. Cela n'a pas empêché Paul et Barnabé d'être saints. Cela peut être le cas lorsqu'il y a un changement de curé. Après 1 an de présence auprès du nouveau curé, le coordinateur doit avoir la simplicité de voir avec lui ce qu'il compte faire et de le laisser choisir librement un nouveau coordinateur. Ce qui compte, ce n'est pas de nous accrocher à une mission,
que normalement on reçoit et qui n'est pas notre propriété. Mais ce qui compte, c'est que le système des cellules paroissiales d'évangélisation continue de se développer dans une paroisse sans être freiné par des considérations de personnes. Quelles sont les fonctions du coordinateur? Comment le coordinateur et moi-même travaillons-nous ensemble? Je rencontre le coordinateur tous les mois pour faire le point sur les cellules et préparer la rencontre de cellules guides, une demi-heure d'adoration eucharistique silencieuse ensemble, puis 1 heure de rencontre. Le coordinateur est au contact avec les leaders et les leaders de division. Il est aussi en relation avec les différents services de la paroisse. Il a une vision large de la vie paroissiale. C'est lui qui envoie l'enseignement aux leaders. Il complète les annonces que je propose. Il voit s'il faut en ajouter, ce qui signifie qu'il a bien conscience de tout ce qui se vit dans la paroisse et qu'il faudrait partager dans les cellules. Il me fait part des co-leaders à appeler. Il me tient au courant quand une multiplication de cellules se prépare et quand il faut bénir un nouveau leader. Il me transmet les retours qu'il peut y avoir sur les enseignements, y compris quand il y a des choses à corriger. Il me suggère des thèmes à aborder. Il me consulte quand il y a des discernements à opérer. Il exerce la correction fraternelle vis-à-vis de moi. Bref, je ne pourrais pas porter le système des cellules paroissiales d'évangélisation dans ma paroisse si je n'avais pas à mes côtés ce précieux collaborateur. Je dis collaborateur au masculin car il peut s'agir d'un homme. Jusqu'à présent, je n'ai eu que des femmes comme coordinatrices. Béatrice, puis Cécile qui est à mes côtés et qui va témoigner dans un instant. Sans en faire un absolu, il me semble que la présence d'une femme à cette fonction est une bonne chose. C'est ma préférence. Il y a une vraie complémentarité avec la masculinité du prêtre. Il y a comme une double dimension, paternelle et maternelle, qui portent ensemble, pour un temps, le système des cellules paroissiales d'évangélisation dans une paroisse. Je vous laisse écouter le témoignage de Cécile, actuelle coordinatrice dans la paroisse. Bonjour à tous. Je m'appelle Cécile, je suis mariée à Frédéric depuis 31 ans. Nous avons 3 filles et vivons à La Garenne-Colombe. J'ai eu la joie d'être leader d'une cellule pendant 5 ans. Puis l'abbé de Dieu, mon curé, m'a appelé à coordonner les cellules paroissiales d'évangélisation de notre paroisse Saint-Urbain. En mission depuis 2 ans, nous avons aujourd'hui 17 cellules regroupant une centaine de personnes. Chaque semaine, je prends mon bâton de pèlerine pour visiter 1 ou 2 cellules. J'aime ces rencontres qui me permettent de vivre la prière, le partage et la fraternité avec chacune d'entre elles. Je peux ainsi mieux les connaître. Je suis toujours très touchée par ce que le Seigneur fait pour chacun et par toutes les initiatives déployées pour évangéliser leur oikos. Après chaque visite, je prends un temps de partage avec le leader et son co-leader pour échanger sur la vie de leur cellule. C'est une occasion d'entendre les questionnements et de discerner ensemble sur telle ou telle situation, comme par exemple comment accueillir une personne très bavarde ou quelle attitude avoir avec une personne souvent absente, comment faire grandir le feu de l'évangélisation dans le cœur de chacun. Me mettre à leur écoute dans une attitude de service et de disponibilité me permet de créer des liens fraternels. Bien connaître les cellules m'aide aussi à accueillir de nouvelles personnes en sachant les orienter vers celle qui répondra le mieux à leur attente. J'ai à cœur de toujours être animée par le feu de l'Esprit Saint et de porter l'idée d'unité, que toutes les cellules forment un seul corps. Chaque mois, avec l'abbé de Dieu, nous prenons un temps d'adoration, durant lequel nous confions au Seigneur chaque cellule,
mais aussi notre rêve de les voir grandir, signe de leur vivacité. Ensuite, nous échangeons sur la vie des cellules et réfléchissons à la manière de les accompagner, de les nourrir. Ce temps est toujours très riche, car tout en restant attentifs aux réalités de nos cellules, nous nous laissons guider par l'Esprit Saint pour préparer notre rencontre de cellules guides et imaginer des temps forts. Cette année, nous avons proposé le temps des essentiels, qui reprenait les 5 essentiels sous forme de mini-formations et de témoignages. Les 5 essentiels sont 5 dynamiques de croissance des cellules: l'adoration, la fraternité, la formation, le service et l'évangélisation. Nous avons aussi proposé à tous les membres des cellules une formation sur la prière des frères. Ces moments permettent de renforcer la fraternité, tout en nourrissant la foi de chacun. Les temps forts sont souvent proposés à toute la paroisse, car nous souhaitons que nos cellules soient au cœur de la paroisse, pour donner un souffle nouveau à chacun dans sa mission d'annoncer le Christ Sauveur. C'est une belle occasion de témoigner de ce qui se vit en cellule. Dans ma mission, je m'efforce d'être un relais auprès de chacun. D'une part, auprès des cellules, de mon curé, de la cellule guide, et d'autre part, auprès de ma paroisse. J'ai vraiment à cœur de développer ces liens fraternels. Aujourd'hui, je suis heureuse de participer à l'évangélisation par le système des cellules paroissiales d'évangélisation. Cette mission de coordinatrice me permet de m'épanouir en développant mon sens de l'écoute, tout en me mettant au service de mes frères. Elle me nourrit et fait grandir ma foi. Cette mission, je la vis avec confiance et je laisse Dieu magnifier ce que j'apporte. Merci Cécile pour ce témoignage. Alors, quelques avantages quant à la présence d'un coordinateur auprès du curé, d'un bon coordinateur auprès du curé. La présence du coordinateur évite que le système des cellules paroissiales d'évangélisation soit la chose du curé. Elle assure une dimension ecclésiale et évite que le curé devienne le gourou des leaders. Si le système des cellules paroissiales d'évangélisation n'est pas la chose du curé, il n'est pas non plus la chose du coordinateur. La présence du coordinateur ne supprime pas la nécessaire implication du curé. Le coordinateur a avec les leaders un rapport très différent que celui qu'ils peuvent avoir avec leur curé. Ils peuvent accueillir une visite fraternelle du coordinateur sans avoir l'impression d'une inspection curiale. Le coordinateur peut déployer des relations différentes et complémentaires avec celles qui sont entretenues avec le curé. Il peut y avoir aussi une complémentarité entre le curé et le coordinateur quant à la perception de la vie des cellules. Cela évite de se limiter à un seul regard. En France, quand un nouveau curé arrive dans une paroisse où se trouve le système des cellules paroissiales d'évangélisation, je conseille au coordinateur de voir avec lui s'il continue sa mission 1 an, ce qui est l'idéal pour aider le curé à entrer en étant accompagné dans le système des cellules paroissiales d'évangélisation, et de proposer au curé de choisir un nouveau coordinateur 1 an plus tard. Comme je le soulignais précédemment, il est important que le binôme curé-coordinateur fonctionne bien et que le nouveau curé ne se sente pas prisonnier par le choix de son prédécesseur, aussi bon soit-il. En conclusion de ce témoignage, accompagné de celui de Cécile, je voudrais simplement souligner que cette collaboration avec le coordinateur est toujours une grande joie pour moi et qu'elle est stimulante pour la mission.